ces images sont-elles en train d'annoncer pire pour l'Ukraine, c'est-à-dire une partition de l'Ukraine, c'est-à-dire cette fois à l'intérieur de l'Ukraine, là on le rappelle on est en Russie, mais à l'intérieur de l'Ukraine, une façon de redessiner les frontières par Trump et Poutine. Écoutez d'abord ou lisez les conditions légitimement mises, c'est leur territoire, par les Ukrainiens. Ministère des Affaires étrangères ukrainien, nos lignes rouges. Première condition, c'est l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. L'Ukraine ne reconnaîtra jamais les territoires occupés. Logique, c'est la base du droit international. Mais Trump ce soir, et là on entre dans le vif du sujet, Trump, l'homme le plus puissant du monde, l'homme qui va parler à Poutine, qui dit on va parler territoire, donc on va parler partition. Écoutez-le. Je pense que nous allons parler de territoire. C'est un vaste territoire. C'est très différent d'avant la guerre, comme vous le savez. Et nous parlerons de territoire. Nous parlerons de centrales électriques. C'est une vaste question. Mais je pense que nous en avons déjà beaucoup discuté avec les deux camps. L'Ukraine et la Russie. Nous parlons déjà de la répartition de certains actifs. Et oui, ils y travaillent. Prenons tout de suite la carte, qu'on comprenne bien de quoi on parle, parce que après 3 ans, ça, je doute que celles et ceux qui nous écoutent aient encore des trous d'informations, mais enfin quand même, il y a les pourcentages, ça on les a pas forcément en tête. Donetsk, voilà. Zaporijie, Kherson et Crimée, donc Lugansk 99%, Donetsk 70%, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Regardez comme il bluffe. Regardez, il essaye de nous entourlouper. Regarde, il essaye de faire croire qu'il a tous les chiffres en tête. Bravo. Et 62 dans les pas des enfants quand même, sérieux. Je veux bien croire que vous soyez agent secret, mais enfin quand même, vous n'êtes pas aussi... Vous savez, juste un petit rappel quand même, avant d'apporter vraiment cette carte. La Russie, c'est 17,5 millions de kilomètres carrés. 17,5 millions, c'est le plus grand territoire du monde. Quoi qu'il en soit, là, on vient d'entendre le président des États-Unis d'Amérique lâcher le mot territoire. On va parler territoire, donc c'est clair. Il va y avoir une partition. Et l'avantage de Donald Trump, contrairement à ce qu'on a pu dire, c'est sa très forte prévisibilité. Il vient de dire ce qu'il va faire. C'est que demain, il va par exemple proposer à Vladimir Poutine de reconnaître l'annexion de la Crimée. Et dire les États-Unis vont déclarer Urbi et Orbi, en faisant pression sur les Nations Unies, dont nous, Américains, sommes membres du Conseil de sécurité, que la Crimée est russe. Si c'est ça, c'est énormissime. Si c'est ça, c'est une possibilité dans l'histoire de l'Europe. Et on parie. Ce n'est pas la possibilité. Mais ça circule beaucoup aux États-Unis. Et moi, je me demande même s'il n'y a pas une stratégie pour développer ça. C'est qu'en fait, continuer cette espèce de couloir humanitaire ou que sais-je, une espèce de tampon sur le nord, la région de Soumy, etc. Parce que si les Russes continuent, ils percent à Soudja en direction du sud, ils peuvent continuer jusqu'à Soumy, donc ils peuvent prendre des positions territoriales. Mais colonel, pardon, si c'est ça, rappelez-vous, la guerre de Crimée, c'est quoi, 1853 ou quelque chose comme ça. Les Français, les Anglais, les Turcs, les Russes, depuis des siècles, on se bat pour la Crimée. Si les États-Unis disent allez, prenez, c'est à vous. C'est quelque chose d'immense. Les Turcs déjà sont contre. Il y a déjà Erdogan qui a dit non, j'en reconnaîtrai jamais, parce qu'en fait, je vous rappelle quand même que la Crimée, c'était le Krana pendant 1000 ans. Et donc les Turcs s'en souviennent. Chacun revient avec son histoire. Lui, il est venu avec la guerre d'indépendance de 1760 combien 16. 1776. Lui, il vient avec les 1000 ans de la Crimée turque. Là, on va remonter à... Et Donald Trump va pas remonter très loin, parce que les gens vont évidemment, comme vous et à juste titre, les gens descendent, j'entends, hurler, et dira mais qui est-ce qui a laissé faire cela? C'est pas moi, c'est Barack Obama. Adressez à lui, adressez-vous à lui, c'est lui. Moi j'ai livré des javelines. Barack Obama il a livré quoi aux Ukrainiens? Zéro. Il a laissé faire. D'ailleurs, moi j'ai hérité d'une situation géopolitique catastrophique. Je prends acte de ce que mes prédécesseurs ont fait et ils l'ont très mal fait. Maintenant, il est temps d'avancer. Écoutez, j'imagine, c'est une hypothèse. Prêtez attention à ce que dit Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale de Trump, homme très puissant évidemment lui aussi. Et de quelle façon il parle des mètres carrés, des centimètres carrés. On comprend bien ce qui est en train de se nouer. Allons-nous chasser tous les Russes de chaque centimètre carré du sol ukrainien, y compris de la Crimée? C'était ça la stratégie de l'administration Biden. Aussi longtemps qu'il le faudra, quel que soit le calendrier. C'est-à-dire une guerre sans fin, dans un contexte où nous perdions littéralement des centaines de milliers de personnes en l'espace de quelques mois, et qui pourrait dégénérer en troisième guerre mondiale. Nous pouvons discuter de ce qui est bien et de ce qui est mal, et nous devons aussi parler de la réalité sur le terrain. Et c'est ce que nous faisons par la diplomatie, par la navette diplomatique, parler pour parler de proximité.
Valéria, comme le disait Gallagher, avant même la négociation, ils le disent, oui, ils vont abandonner aux Russes des territoires. Mais Trump a dit dès le départ, avant même d'avoir parlé pour la première fois à Poutine, qu'il allait tout lui concéder. Et tout ce qu'il a à la bouche, c'est de la pure propagande russe. Il n'y a aucun équilibre dans ses prises de position. Donc on sait qu'il est nourri à cela. Il est biberonné ou il est whisky russe, j'en sais rien, mais en l'occurrence, il y a... Qu'est-ce qu'il y a dans le biberon? Non, la vodka du KGB, un peu de ça. Il y a aucun équilibre, il y a aucune recherche d'information, aucun échange à notre connaissance publique, en tout cas avec les alliés européens. J'ai décidé, j'ai entendu que, on m'a dit que, donc j'ai raison. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que Trump est ultra pressé. C'est un homme qui a un mandat de 4 ans, avec des midterms au bout de 2 ans. Il s'est fixé 24 heures, 1 semaine, puis 100 jours. Au bout de ces 100 jours, il veut du résultat, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte à l'Ukraine, aux Européens et autres. Et en plus, il est persuadé, comme de nombreux présidents de ce monde, de se mettre Poutine dans la poche. Et alors là, franchement, la naïveté totale. Poutine, il en a vu des vertes et des pas mûres. Il a écumé je ne sais combien de présidents français, je ne sais combien de présidents américains. 6, 5. Donc, en l'occurrence, il va en tirer ce qu'il veut. Et jamais il tournera le dos à la Chine ou aux BRICS pour le baiser américain, c'est une certitude. Vous voyez l'ampleur des territoires concernés. La carte qui suit, elle est vraiment à regarder avec d'un œil tout à fait attentif. C'est la comparaison avec ce que ça voudrait dire pour la France. C'est-à-dire, on a fait le calcul, on s'est mis en rédaction à plusieurs, avec Jocelyn, avec Adrien, avec Aurélien, parce qu'il a fallu faire la règle de 3 et on est tous nuls en... Vous étiez normalien, vous étiez un peu scientifique? J'ai fait un bac Mathelem, oui. Ah bon, alors ça va. Bon. Je sais faire une règle de 3. Moi, je suis tragiquement nul. Mais enfin, pour être sérieux, regardez cette carte où on comprend les 105 000 km² que ça représenterait pour la France, l'équivalent, même un peu plus pour l'Ukraine, 112 000 km². L'immensité, regardez à gauche en violet-bleu, ce que ça voudrait dire, le sacrifice que sans doute Trump va demander aux Ukrainiens, c'est ça. Toute la région Grand Est, toute la Bourgogne-Franche-Comté, c'est effectivement 20%. C'est pas loin du quart de la France. Mais elle est très importante et intelligente, cette transposition, parce que parfois les gens ont l'impression que c'est loin et cet éloignement géographique... c'est marginal. On se dit oui, c'est une petite... Il faut faire un caractère très abstrait à cette problématique. Et donc, imaginez, vous Français, que l'on vous prive effectivement de ce territoire. Ça reste abstrait, mais c'est quoi un territoire? Ce sont des gens, ce sont des vies, c'est une partie de notre histoire, de notre récit national, et des gens qui sont français, qui sont les nôtres. Et on nous dirait, oui, mais vous savez quoi, ils s'entendent bien avec les Allemands, et puis vous savez, on parle avec un accent, puis c'est des frontaliers, ils font des allers-retours. Et puis il y a même des mariages entre des Français et des Allemands. Vous savez combien de dizaines, de centaines, de milliers font les allers-retours quotidiens? Mais on l'a vu avec l'Alsace-Moselle, elle est partie, elle est revenue, elle est repartie, elle est revenue, elle a encore une histoire très particulière. Et vous avez raison de faire la comparaison, mais là c'est beaucoup plus encore que l'Alsace-Lorraine, évidemment. C'est encore plus, c'est effectivement 20%. Voilà. Et je vous rappelle, par un pays qui mesure 17,5 millions de kilomètres carrés, qui ne sait pas quoi en faire, parce que 8 dixièmes de territoire russe ne sont pas utilisés, ne sont pas développés. La grande différence, c'est qu'évidemment, la France a perdu, par sa faute, parce que c'est elle qui a déclaré la guerre à la Prusse en 1870, a perdu l'Alsace-Lorraine, mais il y a eu, la France, c'était le choix de Thiers, pas de tout le monde, mais sûrement pas des Alsaciens-Lorrains qui voulaient rester français, mais de faire un traité de paix avec l'Allemagne. C'est-à-dire que là, nous n'aurons pas, à mon avis, de traité de paix. Je ne vois pas un seul dirigeant ukrainien reconnaître sur le papier que Lugansk, Donetsk, ce sont des villes russes. Renaud je ne le Girard, vois pas. l'occupation sera là quand même. C'est-à-dire, regardez les cartes, l'Alsace-Lorraine, parce que beaucoup font la comparaison. À l'époque, pendant combien de décennies ça a été sous la botte allemande, en version allemande, c'est ça. Hein, ça fait 5 siècles. Il y a eu sous l'Empire allemand. Sous l'Empire allemand, il a fallu. Je vais vous le dire. Vous voyez, je suis pas si anti-allemand que ça parce que j'aime l'histoire. Gérait assez bien l'Alsace-Lorraine, mais mon arrière-grand-père avait quand même fui l'Alsace-Lorraine pour ne pas être allemand. Voilà. Et ça a quand même marqué
toujours cette histoire. Enfin, moi, j'ai de la famille là-bas, même aujourd'hui, même pour nos générations, même la langue, même la culture, mais il y a quand même cette marquage d'histoire de l'Occitanie. Ma mère, la première chanson que j'ai apprise de ma mère, c'était Vous n'aurez pas l'Alsace. Et la Lorraine, etc. Mais quand les Allemands quittent Strasbourg, ils ont marqué tous les murs de Strasbourg vivent comme un vide. Oui. C'est qu'en fait, de toute façon, un jour ou l'autre, on reviendra. Vous savez, ce débat est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire. Et là, on a le sentiment qu'en fait, que les Russes sont vainqueurs et les Ukrainiens vaincus. En fait, ils réécrivent l'histoire, ils vont imposer un traité comme s'ils avaient vaincu. En fait, ils avaient vaincu très concrètement l'Ukraine. Donc, il y a un renversement complet de la situation sur le terrain. Et ça, c'est très étrange parce qu'en fait, ils ont un parrain, ils ont une marraine qui s'appelle Trump et qui a béni le berceau de cet accord. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est comme des puissances incroyables. Valéria, que se disent les Ukrainiens? C'est Titelman qui dit toujours sur notre plateau, la comparaison avec l'Alsace-Lorraine est assez parlante. Est-ce qu'ils se disent effectivement, c'est fichu, hélas, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on récupérera? L'ascenseur émotionnel des Ukrainiens a sacrément évolué. Ils savent plus où ils habitent à ce stade. Au départ, ils se disaient Biden commence à être un petit peu mou. Ce serait bien que effectivement le pouvoir change parce que ça avance pas. On a des livraisons, mais on n'a pas d'engagement stratégique. Donc, ils voient l'élection de Trump comme la redynamisation de l'accompagnement de l'Ukraine d'une manière ou d'une autre. Après ce qui s'est passé dans le bureau ovale avec Zelensky, la chute a été faramineuse. Ils étaient totalement anéantis, le moral dans les chaussettes et même l'opposition de Zelensky, naturelle, parce que c'est un pays démocratique, il a une opposition qui s'est réveillée au bout de 3 mois de guerre, et même cette opposition-là est restée figée en disant, si on l'oblige à avoir des élections, nous, on va se prononcer contre une élection immédiate, parce que notre pays n'est pas en état de supporter une élection présidentielle aujourd'hui. Et là, plus les discussions et plus les déclarations de Trump avancent, pire se sentent les Ukrainiens. Ils se sentent totalement trahis, anéantis. Ils sont déçus aussi des Européens en se disant ils viendront pas à notre secours parce que ça prendra du temps et puis ils n'ont pas les moyens. Et donc, du coup, ils savent plus à quel sens se vouer. À voir ce qui se dira réellement dans cet appel Trump-Poutine. Et je rappelle ce que vous venez de dire, cette hypothèse qui court, qu'il y aurait une reconnaissance même de l'annexion, mais cette fois une reconnaissance formelle de l'annexion par les Russes de la Crimée. Écoutez comment Peskov, porte-parole du Kremlin, parle en tout cas des préparatifs. Il est d'usage de préparer certains sujets qui sont à l'ordre du jour. Il y a eu des contacts avec M. Witkoff, des discussions au département d'État, au ministère des Affaires étrangères, et ils ont parlé des questions qui sont à l'ordre du jour. Mais surtout, bien sûr, du conflit en Ukraine. Combien de temps faut-il pour se mettre d'accord sur une telle conversation? De telles conversations peuvent être décidées très rapidement. Voilà, les préparatifs, vous qui avez travaillé avec Chirac et avec Mitterrand, voilà. La même chose. Vous avez assisté à des téléphones comme ça. Oui, puis c'est très rapide parce qu'en fait c'est les Sherpas qui gèrent. Après il y a une multitude de diplomates autour qui génèrent des réponses, etc. Et après on fait des synthèses et ça avance très vite. De toute façon, je pense que les deux chefs d'État ne parleront pas tant qu'il n'y a pas une décision qui aura été prise. Ils vont pas s'exposer en disant non ça n'a pas fonctionné, etc. Donc s'ils parlent, ça veut dire qu'il y a un accord qui a été fait. Moi je me rappelle très bien la phrase de Lavrov au début de la guerre. Il a dit on rentre dans une nouvelle guerre froide. Moi je pense malheureusement on pense que les Russes vont vers un modèle de terres qu'ils vont acquérir, etc. Mais c'est pas du tout le sujet. Ils se font, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, ça c'est l'objectif, et 2, ils se font une nouvelle guerre froide qui peut durer 30 ou 40 ans. Donc ils se mettent dans un dispositif qui n'est pas un dispositif de paix. Nous on croit que ça va être la paix après. Il n'y aura jamais de paix. Il fait une zone un peu bizarre, ça va être Berlin Est, Berlin Ouest, et ça va durer 30 ou 40 ou 50 ans. Par parenthèse, Renaud Girard, un téléspectateur attentif me dit, attention, on a parlé de l'Alsace, Lorraine, c'est l'Alsace-Moselle, puisque Nancy est toujours restée française. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, grâce à Dieu ou à la patrie ou au destin, ou comme on le dira. Mais voilà, merci aux téléspectateurs attentifs qui nous aident à corriger. Quoi qu'il en soit, effectivement, là, ce téléphone Trump-Poutine, est-ce que Trump aura une liberté? On se rappelle les présidents américains qui parfois se tiennent à leurs éléments de langage, comme on dit là.
Alors Trump, c'est tout sauf ça, effectivement. Non, mais il va falloir que Trump est transactionnel et il va falloir qu'il vende quelque chose en l'occurrence. Il va falloir qu'il vende quelque chose notamment aux Américains. Deux choses. Il faut qu'il y ait une avancée, une vraie, et ensuite il faut que les Américains puissent comprendre en quoi c'est bon pour eux ce que Donald Trump est en train de faire. Et ça, Vladimir Poutine l'a très bien compris. Donc Vladimir Poutine est en train de réfléchir à la manière dont il va pouvoir ou devoir habiller le refus très poli qu'il va faire à Trump d'une trêve, je redis, parce que Vladimir Poutine est très très clair, les Russes ne cessent de le dire ce qu'ils veulent. Ils veulent une solution finale. Ça ne les intéresse pas de passer par des étapes intermédiaires. Ils veulent la sanctuarisation de ces territoires, donc la reconnaissance, afin de passer aux choses suivantes et qui pour eux sont plus importantes.